Kitty Kart 64, c'est un jeu qui clame être sorti pour la Nintendo 64 après Mario Kart 64 paru en 1996. Comme son titre le sous-entend et son inspiration aussi, il s'agit d'un kart racing qui ressemble esthétiquement et dans son fonctionnement énormément à son prédécesseur. Il reprend même le concept d'une des courses, Royal Race, où les joueurs pouvaient simplement ignorer la piste qui leur était dictée. Ils pouvaient se balader sans contrainte et ce, sur quasi l'intégralité de la map, là où les autres niveaux vous empêchaient de sortir de la piste. Mais ça, on le reverra d'ici très peu. A noter que le jeu a été réalisé avec le moteur Godot, sur lequel il y a un paquet d'informations en ligne, que le son, lui, a été réalisé avec le moteur sonore F-Mode. En revanche, là où ça coince un petit peu, c'est que le studio de développement, Skrunklesoft Interactive, ne possède aucune information disponible en ligne, si ce n'est pour sa création de Kitty Kart 64. Plus étrange encore, et ça servira d'avertissement, mais le jeu s'ouvre avec un avertissement pour les personnes épileptiques, donc si jamais vous l'êtes, je m'en excuse, mais je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. En attendant, bah lançons juste le jeu, et voyons par nous-mêmes. On est introduit avec la possibilité de jouer en solo ou en ligne. Cette fonctionnalité n'étant à l'heure actuelle pas disponible, on va juste lancer en solo. Pour cette première partie de la vidéo, c'est simple. Je vais juste vous partager mon premier gameplay qui a été fait à l'aveugle. J'avais vu un bref extrait du jeu auparavant, mais ça se limitait à ça. Je connaissais rien au lore, je connaissais rien aux différentes maps, et ça va assez vite se remarquer au vu de la quantité d'informations que je vais louper dans cette première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie, on va relever du coup tout ce que j'aurais loupé en alliant ça aux divers éléments des diverses maps qu'on aura vues. Et dans la dernière partie, on va simplement essayer de faire sens de tout ce qu'on aura accumulé. Mais vous verrez, cette dernière partie qui sert un peu de conclusion ne traitera pas que des théories qu'il y a autour du jeu. On apparaît donc sur cette première map. Plusieurs choses à noter. Déjà, on joue bel et bien cette espèce de chaton anthropomorphique qui a un espèce de chapeau d'anniversaire sur le crâne. Cet élément est déjà assez important à noter au vu de ce qui va suivre dans l'un des futurs niveaux. Ensuite, on remarque une première anomalie, c'est que le bandeau sur la ligne de départ est tombé. Ça paraît rien, mais ça nous met déjà un peu dans l'ambiance d'un jeu qui continuera à ne pas faire sens et à avoir des éléments extrêmement peu naturels, surtout pour un jeu de la sorte. Alors moi, assez peu étonnamment, le premier réflexe qui m'est venu quand j'ai remarqué qu'on pouvait dévier de la piste, c'est justement de dévier de la piste. La map se présente comme un espèce de tapis pour enfants extrêmement coloré avec tout plein d'éléments. Il y a un pont, tout un tas de cubes avec différentes lettres et différents symboles. Le premier truc que moi j'ai remarqué, c'est cette fumée qui apparaissait au loin, mais je me suis dit que j'allais pas tarder à aller voir ce que c'était. Avant ça, je voulais faire un petit tour complet pour voir ce qui se passait. Rien, c'est ça qui s'est passé. Le timer continue à augmenter, le nombre de tours reste et on comprend vite que ouais, le but du jeu ça va pas être de jouer normalement. On peut du coup se déplacer jusqu'à ce que j'avais notifié plus tôt, soit la fumée qui est aussi proche de cette immense tour faite de cubes. En arrivant, on voit que ce qui cause la fumée c'est le crash d'un kart rouge contre un panneau que j'ai du mal à lire. Ce kart, il est essentiel pour ce qui va suivre dans un instant et pour comprendre globalement ce qui se profile au-delà de Kitty Kart 64. L'autre élément extrêmement intriguant c'est évidemment cette immense tour sur laquelle je me suis empressé de monter. Au sommet, il y a une feuille par terre, un dessin assez intriguant qui est pour l'instant d'origine inconnue, qui dépicte ce qui semble être un mouton les larmes aux yeux au bord d'un vide abyssal. Il y a un kart rouge, on peut déterminer qu'il s'agit donc sans doute de celui qu'on a vu qui appartiendrait à ce mouton. Même si en vrai les lieux correspondent pas, le kart s'est craché assez loin des bords de la map, pourtant sur le dessin il est juste à côté du bord, au côté du mouton. Plusieurs explications à ça, soit il s'agit juste d'une facilité qu'a fait le mouton pour nous communiquer ce qui lui est arrivé, confirmant que c'était bel et bien son kart, soit le mouton s'est arrêté une première fois au bord de la course, a pris peur et a décidé de retourner en arrière avant d'avoir ce crash. Et éventuellement, il a fini par retourner au bord de la map à pied. Cette possibilité, c'est la plus glaçante au vu de ce qui va suivre. Le mouton, en tout cas, il est central à notre histoire. Tout ce que j'ai fait par la suite, c'était juste de me balader sur la map. J'ai rien trouvé d'autre, donc je me suis dit qu'il y avait rien d'autre. Quelle erreur, parce qu'il y avait un autre dessin que j'ai loupé. Une chose que j'ai notée en revanche avant de passer au prochain niveau, c'est qu'il y a une récurrence notable de deux couleurs, le rose et le bleu. Ce qui me reste à faire, c'est de continuer le jeu maintenant. En allant au bord de la map, et tout comme le mouton l'a fait, il faut plonger dans l'abysse, malgré les différents panneaux de signalisation qui, eux, me disent de faire demi-tour ou de m'arrêter. On arrive dans ce niveau boueux. Il ressemble à une espèce d'arène ou un stade avec d'immenses lumières. On peut d'ailleurs voir sur la map que, dès le départ, on ne semble pas être sur la piste de course. Elle est en fait inaccessible, parce que bloquée par ces immenses barrières qui montrent quand on s'en approche,
ce visage. Plus important encore, les barrières ont encore une fois ces deux couleurs que j'avais citées, alternant entre le bleu et le rose. En gros, il y a un truc que j'avais pas compris dès le début parce que je suis extrêmement lent, mais on s'enfonce doucement dans la boue. Les tuyaux, les plateformes, elles sont faites pour temporiser et rester aussi longtemps que possible dans ce niveau. Et c'est con, parce que dans ce niveau, j'ai loupé pas mal de trucs. Déjà, il y a un dessin que j'ai raté, et surtout, il y a un personnage avec lequel je pouvais interagir, que j'ai remarqué qu'à la fin, vous pouvez le voir ici. En me noyant dans la boue, bah, nouveau niveau. Il s'agit d'une piste désertique et on peut remarquer une première anomalie. Les bandeaux de départ ne semblent absolument pas modélisés. Ils sont entièrement composés de noir. En me baladant un tout petit peu, je tombe sur cette minuscule étendue d'eau, et j'y vois pour la deuxième fois un personnage qui semble différent de celui qu'on avait vu au loin dans le niveau boueux. En interagissant avec ce lapin, il me dit « Les déserts sont-ils censés être chauds? Je sens rien du tout. » Même pas le vent. C'est un dialogue assez curieux, la première chose à laquelle on pense c'est que ce lapin est simplement mort, et ce serait pour ça qu'il apparaît, certes, mais qu'il a plus aucun ressenti physique. Maintenant, ça pourrait tout à fait être autre chose, et ce serait davantage lié aux lieux eux-mêmes, à ce niveau désertique. Vous allez pas tarder à comprendre pourquoi. D'apparence, il n'y a pas trop de moyens de progresser vers le prochain niveau, parce qu'on peut pas atteindre les bords de la map à cause de la raideur des sables, par exemple. Donc je m'empresse plutôt d'aller jeter un coup d'œil du côté des pyramides, parce qu'on semble pouvoir rentrer dans celle qui se situe juste derrière nous quand on apparaît. Mais sur le chemin, j'ai eu mon premier petit problème. Il semblait que la map buguait et perdait de ses textures aussi. Il semblait presque que j'allais no clip. Pour autant, j'ai simplement continué sur mon chemin. J'ai traversé la pyramide et rien ne s'est passé. Même si en tombant, je vois que même les arbres perdent de leur texture et se transforment par intermittence en de simples rectangles noirs. C'est assez oppressant la première fois parce que de loin, quand ils perdent de leur texture, on dirait juste des espèces de silhouettes légèrement humanoïdes. En continuant mon exploration des lieux, je suis enfin tombé sur un autre dessin après en avoir loupé deux depuis le début de ma partie. Après, il y a un petit problème, c'est que le dessin est incompréhensible. On dirait certes une représentation des lieux, avec ce triangle jaune qui représenterait une pyramide, et le noir qui, lui, représenterait les pertes de texture. Maintenant, ces gros traits rouges, j'ai aucune idée de ce qu'ils représentent. Je me suis souvenu après que j'avais parlé à un lapin au début de ce niveau, et que ce serait pas bête d'aller voir s'il subit quelques problématiques que ce soit liées à l'environnement. En effet, il en subit pas mal, on peut le voir enfoncé dans le sol, semblant avoir perdu ses yeux, et si on interagit avec lui, il nous dira simplement « Je sens quelque chose maintenant ». C'est précisément ça que je disais en rapport avec le lapin et sa connexion au lieu. Quand ce dernier bug, le lapin est capable d'avoir de nouveau des sensations physiques. Éventuellement, j'ai simplement fini par no clip ou en français traverser la map et tomber une nouvelle fois dans les abysses pour arriver au sein du niveau le plus perturbant. Il y a ces figures humanoïdes étranges qui convulsent toutes de la même manière sur le sol et qui sont éparpillées un peu partout. Il y a du bleu et du rose en alternance tout autour de moi et on peut voir le fond du niveau. Encore une fois du bleu et du rose avec écrit test. On peut d'ailleurs voir qu'il n'y a même pas de map, comme si ce niveau n'avait jamais été conçu ou ne serait-ce qu'imaginé, et que par extension, je ne devrais pas être capable de m'y rendre de la sorte. Le but, c'est juste encore une fois de plonger dans l'abysse, du moins de trouver le chemin pour aller aux bordures de la map, parce qu'il y a constamment ces gros cubes qui me barraient la route. Je vous le révèle, mais il n'y a rien à récupérer dans ce niveau. Pas de dessin, pas de personnage avec lequel parler. Pour autant, je crois que ce niveau est assez central pour comprendre dans une moindre mesure ce que nous raconte la démo de Kitty Kart 64. Si le niveau précédent c'était, je trouve, esthétiquement le plus perturbant, celui-là, il est pas loin du tout. On peut voir un compteur de ballons et si je m'approche trop d'un des nombreux ballons éparpillés sur la map, le compteur descend. Le but étant pour atteindre le prochain niveau, d'en exploser 30. On remarque aussi qu'on est sur la carte 006 et qu'à l'inverse de la dernière qui simplement ne nous montrait pas de carte du tout, celle-ci nous en montre son existence, mais pas sa structure, puisqu'elle n'est, selon le jeu, pas trouvée. Ce qui est encore une fois assez curieux. Et on peut comprendre pourquoi selon le jeu elle n'est pas trouvée, parce qu'en fait il y a des ballons qui en explosant libèrent du sang et des pleurs d'enfants. On reçoit au contraire en explosant les autres ballons des applaudissements. D'ailleurs le niveau entier semble être une immense célébration, voire même une fête d'anniversaire en fait. Que ce soit à cause des ballons, à cause du mot félicitations éparpillé un peu partout, à cause des applaudissements quand on éclate un ballon, ou encore à cause de notre propre chapeau d'anniversaire. Pour une fois, j'ai réussi à tomber sur quelque chose de très intéressant. Un nouveau personnage, une souris, cette fois-ci, qui en interagissant avec elle, nous dit ceci. Tu es qui? Pitié de moi, je suis pas censé être ici. Attends, non, je suis pas prête pour me réveiller. Elle n'a plus envie de parler. Bon bah, j'ai continué à explorer la map du coup, mais je suis tombé sur rien. J'ai juste décidé de péter les ballons pour continuer la progression. Vous vous en doutez, mais j'ai loupé des trucs, dont un qui est vachement curieux, qu'on reverra dans la deuxième section de la vidéo. En pétant les ballons, j'ai aussi fini par exploser, mais différemment de la souris. Là où le chaton explose en un tas de paillettes et disparaît physiquement du niveau, la souris, elle, semble tout bonnement être morte, sa tête étant explosée et son corps restant dans le niveau. Le prochain niveau a encore une particularité, une qu'on a déjà vue, celle de ne pas avoir de
de map, une nouvelle fois du coup, tout comme celui qui avait les différents corps humanoïdes qui convulsaient. Là où celui-là semble encore plus buggé ou glitché, c'est par sa structure même et ses caractéristiques. On est sur une autoroute à 3 niveaux, on commence tout en haut et on peut observer au loin, ce qui semble être d'immenses bâtiments. Il y a cette couleur bleue profonde qui appuie une chose qui est pas visible dès le début, c'est que le dernier niveau de l'autoroute sur laquelle nous sommes est couvert d'eau. En somme, ce niveau c'est une sorte d'immense boucle, mais si on progresse assez, au loin on pourra apercevoir cette forme. Moi naturellement je me dis trop cool, encore un personnage que j'ai pas loupé cette fois-ci, sauf que voici ce que ce semblant de chat nous dit. Ouais, c'est incompréhensible et à ce jour personne n'a véritablement su le traduire. À vrai dire, on dirait bien que c'est juste impossible et que c'est volontaire. En fait, son dialogue semble glitché, son apparence semble aussi glitchée avec ses bugs de texture assez notables, mais au-delà de ça, vous l'avez sans doute aperçu. Partout, autour de nous, il y a ces poissons qui flottent hors de l'eau. Occasionnellement, vous verrez même ces poissons-là, grisâtres exactement comme le chat, qui semble tout aussi glitché que lui. Pour le coup, j'avais l'impression de faire le tour de la piste en boucle, j'ai juste fini par abandonner la recherche de nouveaux éléments, potentiellement cachés, parce que je savais que j'allais découper cette vidéo en 2 parties distinctes. J'ai fini par descendre au dernier étage de l'autoroute qui était inondée, à la recherche d'une quelconque issue de secours que j'ai fini par trouver, sous la forme d'une rampe bétonnée, qui pour la 100e fois me fera plonger dans l'abysse. Pour autant, j'ai continué sur ma route, tombant sur une autre rampe bétonnée que je finis par emprunter, plongeant dans un océan semblant infini qui m'amène à mon ultime destination, un énorme parking. Vous vous en doutez, mais encore une fois, j'ai loupé des trucs, que ce soit des dialogues avec le chat ou un dessin très intéressant, parce que particulièrement difficile à associer à ce qui semble se dresser devant nous. Pour le coup, des dessins, j'en ai même loupé plusieurs. D'apparence, le parking dans lequel on vient de tomber a l'air vide. Il n'y a aucun élément qui se distingue, des places de parking avec des lampadaires qui se répètent sans cesse. A noter qu'à l'image du niveau avec les corps, qu'à l'image du niveau précédent, il n'y a aucune map qui nous est montrée, comme si on n'était pas censé être là, mais qu'une force quelconque nous y a amené. Je me balade et je me balade encore, jusqu'à ce que je vois au loin une espèce de plaque rouge qui s'avère être une flèche rouge m'indiquant un chemin à suivre. Naturellement, je suis l'instruction et je tombe sur cette entrée de parking souterraine. Je rentre et il y a des flèches rouges qui m'indiquent de continuer à descendre. J'ai beau explorer tout le parking, je me rends compte qu'il n'y a absolument rien à récupérer, qu'il n'y a rien de spécial en vrai. Ça m'amène au dernier étage du parking. Il y a ces grilles qui bloquent les côtés du parking, on y aperçoit juste des places pour se garer. En continuant cependant, nos roues se feront trouer par ces pics sortant du sol, nous laissant immobiles, juste avant la ligne d'arrivée, face à ça. Bon, il est temps de parler de tout un tas de trucs maintenant, ou plutôt de poser des questions et d'y répondre avant de passer aux éléments ratés qui nous mèneront aux diverses conclusions qu'on pourrait dresser quant à Kitty Kart 64. Même si développer certains de ces sujets, ça reviendrait quasi à dresser des conclusions. Déjà, l'intégralité des dessins retrace et sont liés à l'histoire du mouton dans le monde de Kitty Kart 64. Vous verrez bien comment et pourquoi. Le kart rouge du tout début appartient évidemment au mouton, comme on l'a vu. On se doute que ce dernier a abandonné son kart pour continuer à pied, tout comme l'ont fait certains des personnages qu'on a vus. Que ce soit le lapin ou la souris, tous deux étaient à pied. C'est pas étonnant de se dire que le mouton a pu faire pareil. Ensuite, la récurrence du rose et du bleu. C'est compliqué d'en parler parce que ça spoilerait l'une des potentielles significations de Kitty Kart 64, mais ça pourrait être lié aux couleurs représentatives du sexe masculin et féminin, parce que ce jeu pourrait traiter de transsexualité. On le verra un peu plus tard. On a rencontré 3 personnages et on peut en rencontrer 4 au total. Chacun d'entre eux possède des dialogues uniques qui ne poussent que davantage le questionnement sur ce qu'est concrètement ce lieu. Qu'est-ce que ces maps, ces éléments représentent? Une théorie peu connue, c'est que ce jeu entier et ses maps retraceraient un massacre commis lors d'une fête d'anniversaire. On le perçoit par la récurrence jusqu'à un certain degré de maps joyeuses, je pense là aux 3 premières, et qui possèdent tout un élément ou quelques éléments qui ne vont pas, comme si le massacre en question
aurait pu être prévisible. Pourquoi une fête d'anniversaire, vous me demanderez? À cause de ce que nous sommes. Un chaton avec un chapeau de fête d'anniversaire, à cause des autres personnages aux figures très enfantines, si ce n'est pour le chat qui, lui, serait un espèce de parent, non un enfant. Mais surtout aussi à cause de deux niveaux qui s'enchaînent, celui avec les corps et le niveau de félicitations. La référence dans ce dernier, elle est assez évidente, les ballons qui explosent libérant du sang et le vide du niveau, si ce n'est pour les ballons qui flottent. Mais qu'en est-il pour le niveau avec les corps? Quel est le lien aurait-il avec un massacre? Bah en fait, ce serait possiblement juste le cadavre des personnes tuées. La théorie est très peu fondée, je l'ai aussi un peu modifiée pour qu'elle fasse un tout petit peu plus de sens, mais chez Ballon, et surtout le dessin qu'on peut retrouver dans ce niveau, il pourrait carrément indiquer autre chose. Puis on pourrait continuer à se poser des questions quant à où se passe véritablement ce jeu. Qu'en est-il du niveau avec le chat, qui semble être une immense anomalie? Ne parlons même pas de la fin, c'est quoi ce truc? Et si vous l'avez pas remarqué, pourquoi il nous arrache les dents en nous tuant? Reprenons pour comprendre tout ça, avec tout ce qu'on a loupé. Déjà, on va devoir revenir au premier niveau. Sur cette route, j'ai loupé un dessin particulièrement cryptique montrant la répétition du chiffre 9 sur l'intégralité de la feuille, avec un chrono à droite et en haut. Il y a tous ces gribouillis roses et bleus avec la ligne d'arrivée en haut à droite. Vous vous en doutez, mais ce dessin peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut littéralement dépicter un truc à faire, soit atteindre les 99 heures, 99 minutes et 99 secondes, mais il peut aussi démontrer la quantité de temps qu'aurait passé le mouton dans ce monde avant d'enfin se jeter. On l'a vu pleurer sur le premier dessin qu'on avait trouvé dans ce monde, ça pourrait l'avoir poussé à attendre, et à attendre, et à attendre, sans que jamais rien ne se passe, se jetant malgré lui enfin dans le vide qui l'amènera au prochain niveau. 3 trucs que j'ai ratés dans celui-là. Ouais, ça fait beaucoup. Déjà, un carte violet. Je suis pas sûr quant à son appartenance parce qu'il n'en est mention nulle part ailleurs, si ce n'est dans ce niveau. Ça viendrait à me faire penser qu'il s'agit simplement du carte du personnage qu'on a raté dans ce niveau. Un humain, plus spécifiquement une fille postée sur ce cube bleu et rose qui nous dit ceci si on interagit avec elle. Urk, pourquoi t'es toujours là en bas? Je déteste avoir de la boue sur mes chaussures. Y a aucune chance que je te laisse monter ici. Ce dialogue, c'est sans doute une référence à ce qu'on peut trouver comme dessin dans ce niveau, soit un dessin du mouton en train de se noyer dans la boue, tandis que la fille se tient là, devant lui, sans l'aider. A noter qu'elle est gribouillée avec cette couleur rouge de la même manière que l'est la pyramide dans le niveau suivant. En parlant de ce dernier, on va juste pouvoir le skip étant donné qu'il n'a rien d'intéressant à nous présenter. On a tout trouvé là-bas, il y avait qu'un dessin et l'interaction avec le lapin. Mais justement, souvenez-vous tout de même du dessin qu'on a pu y trouver. La pyramide est barrée comme l'est la fille qui n'a pas aidé le mouton, comme si la pyramide, elle non plus, n'a pas su aider le mouton. Là où je tisse le lien, c'est que le mouton n'avait juste pas envie de continuer, ou plutôt, le mouton cherchait un abri qui n'a su trouver ni chez la fille, qui ne l'a pas laissé monter, ni au sein de la pyramide, qui a juste subi des bugs de texture comme tout le reste. Dans le niveau avec les corps, il n'y a aucun dessin, aucun élément caché, ça se demandait si le mouton y avait été pendant sa péripétie. Mais surtout en relation à ce niveau, tâchez de ne pas oublier l'abondance de la couleur rose et de la couleur bleue. On arrive à présent à un niveau central, le niveau avec les ballons. Déjà, il y a la souris qu'on avait vue, ok. Mais il y a surtout 2 dessins et une coupe dorée. Commençons par le premier dessin. Le mouton dans un ballon rose avec un espèce de cordon ombilical rouge qui lie ce dernier à ce même ballon. A noter qu'en plus de ça, on dirait bien que le mouton a une poitrine. En tout cas, il s'agit d'une claire représentation de la grossesse et d'un bébé dans l'utérus. Le rose pourrait être associé, en plus de cette espèce de poitrine sur le dessin, au fait qu'il s'agisse d'une fille. Maintenant, l'autre dessin qu'on a raté. Il est, comment dire, un peu différent de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Et on dirait bien qu'on a là la première apparition du meurtrier de la fin. D'ailleurs, ils sont sur des dalles roses et bleues. Ça pourrait signifier que si on n'a pas trouvé de dessin dans le niveau précédent, c'est simplement parce qu'il est là en fait, le dessin du niveau précédent. C'est là que le mouton a rencontré le meurtrier, et qu'un lien s'est tissé entre les deux. De quel type de lien s'agit-il? Ça, c'est compliqué de le définir, pour l'instant. Parce que les dessins manquants ne vont qu'empirer dans leur horreur déjà apparente. Mais avant, on peut récupérer en traversant un espèce de labyrinthe de ballons un trophée. Son utilité reste inconnue à ce jour, tout autant que sa signification. Et c'est l'un de ces nombreux éléments qui attise la curiosité. Passons à présent au niveau qui justement est à mes yeux le plus intriguant. Il s'agit du niveau à queue où on peut tout bonnement récupérer 3 dessins. Le premier trouvable au 2e étage représente simplement le chat gris qu'on avait croisé, semblant pêcher sur les rebords de l'autoroute sur laquelle nous sommes, avec au loin ces immenses bâtiments surplombant l'autoroute. Sans oublier, en bas à droite, la signature du mouton. En parlant de ce dernier, je crois qu'on avait dit à son sujet qu'on ne pouvait pas déchiffrer ce qu'il disait. Peut-être que je vous avais menti, puisque grâce à Yefim Chifrin, un utilisateur sur Reddit, on a su décoder ce qu'il disait. N'effraie pas les poissons, c'est pas difficile d'avoir un repas ici, tu devrais essayer un jour. N'aie pas peur, je vais pas te faire de mal. Les étendues marines ici
sont relaxantes. Sinon, toujours au deuxième étage, on peut trouver en dessous de ce lampadaire qui clignote un dessin du mouton, pleurant en deux couleurs, une issue de chaque œil, respectivement du rouge et du bleu. Souvenez-vous de l'utilisation de la couleur rouge en relation au dessin du mouton dans l'utérus. C'est capital. On peut aussi apercevoir un espèce de mélange de couleurs à ses pieds. Passons au dernier dessin trouvable dans le jeu, même si pour autant il y aura suite à ce dernier dessin un élément supplémentaire parmi les plus troublants. On y voit ses yeux oppressants qui portent leur regard sur ce qui semble être des sourcils, mais aussi possiblement les yeux du mouton, qui n'ose même pas lever le regard. Et pour finir, il y a un ultime élément dans le niveau du parking, puisqu'en effet, on peut y trouver des dents. Et tout de suite, cette fin prend un autre tournant. On comprend en effet, puisqu'on a littéralement tout du long de l'œuvre suivi le mouton, que ce dernier a été tué par cette chose, cet être difforme qui a su s'emparer de lui, qui l'a traîné dans les tréfonds d'un parking avant de le tuer. Maintenant, pourquoi il aurait fait ça? Je veux dire, comment est-ce que tous ces éléments, tous ces niveaux esthétiques si différentes, tous ces personnages aux interactions variées peuvent être d'une quelconque manière liés? Ça semble quand même super improbable et super difficile, surtout quand on sait qu'il y a eu des leaks que je vais pas partager qui montrent deux niveaux supplémentaires, un niveau enneigé et un niveau qui ressemble tout bonnement à l'enfer. Je trouve que ça rajoute que davantage à la confusion et à l'impossibilité de résoudre ce qui se passe dans Kitty Kart 64. En plus, tout au travers de ma vidéo, j'ai tellement de présuppositions qui déterminent littéralement mes conclusions, mais qui sont pas vraiment confirmées ni fondées. Déjà, est-ce qu'on est sûr que c'est le mouton qui a fait tous ces dessins? Parce que si c'était si évident, pourquoi est-ce que le dessin qui représente le chat a été signé par le mouton, quand aucun autre dessin ne l'a été? Puis cette créature sur ce dessin qui ressemble énormément à celle sur les panneaux de la course boueuse, est-ce que c'est la même qui nous tue à la fin? Vraisemblablement, on pourrait penser que non, c'est pas la même. Et il y a juste tellement d'éléments qui sont tellement séparés et indiscernables qu'on pourrait penser que ça y est, la réponse à Kitty Kart 64, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est que c'est l'une de ces œuvres qui vous met à la place de l'artiste. Tout passe à travers vous. Rien n'est objectif. Attendez un peu, on va justement discuter des théories autour de Kitty Kart 64, mais plus vastement, ça va ouvrir une petite discussion sur un sujet que je trouve extrêmement intéressant parce que véritablement pertinent à notre époque et sur le YouTube contemporain. On va plus ou moins commencer par les théories que je trouve comme étant les moins crédibles pour aller à celles qui font un peu plus de sens, même si vous verrez, la situation est très compliquée. Alors, il se peut que parmi les théories que je cite, je développe un peu trop, parce que en fait, de base, toutes les théories que je vais citer, si ce n'est pour la dernière, elles ont littéralement 10% de ce que je vais dire. J'ai littéralement juste repris les bases et j'ai essayé de construire sur ça. Vous allez voir. Commençons tout de suite. Cette première théorie, elle provient de l'utilisateur Claude Mi sur Reddit et elle est assez courte et omet énormément d'éléments. Mais le chat qu'on joue représenterait soit un animal quelconque, soit littéralement un chaton, soit simplement un humain qui a été écrasé lors d'un soi-disant accident de voiture. Je dis soi-disant parce que véritablement cet accident était prévu. Il s'agirait plutôt d'un cas de tueur en série opérant en hit and run, soit littéralement un espèce de délit de fuite répété par cette chose qui nous tue dans le garage. Les autres animaux seraient eux de simples incarnations à notre image de gens qui ont souffert d'un sort similaire à cause de cette même personne, principalement du coup des animaux ou des personnes qui seraient facilement oubliables. Cette idée, elle provient des dessins du mouton où certains démontrent à quel point il n'est pas désiré, ou même encore du lapin qui paraît complètement absent, ne ressentant plus rien, comme si bien avant de véritablement mourir, il avait déjà perdu la vie et que la mort a été une issue, puisqu'il a dit qu'il sentait enfin qu'après l'apparition des glitches. Certaines des maps sont des représentations métaphoriques de situations. La map avec les corps est une représentation de toutes les victimes gardées dans la conscience non meurtrie par ces horreurs du tueur. La carte au ballon représente le fait qu'il ait tué une ou plusieurs femmes enceintes. La souris serait du coup un bébé qui n'est jamais né et qui est mort en même temps que sa mère. L'autoroute submergée fait simplement référence à un lieu littéral où il aurait tué quelqu'un, qui est représenté par le chat. Bon, je trouve qu'il y a pas mal de problèmes avec cette théorie et elle reste beaucoup trop dans les sentiers purement physiques du jeu. Elle laisse aucunement place à plein d'éléments subtils qui pourtant, mis bout à bout, font davantage de sens. Déjà, les dessins sont vachement occultés, pourtant on comprend clairement qu'ils ont une importance clé. Les couleurs et leur sens sont aussi complètement ignorés, sans oublier que certaines maps ne feraient pas de sens dans ce contexte, ni certains personnages. Je pense ici à la fille du niveau boueux, et au niveau boueux en lui-même. Donc pour trouver un sens à ce jeu, faut chercher
un tout petit peu plus loin. Celle-ci, elle est assez simple, assez courte en plus, mais je la favorise à celle qu'on vient de voir parce qu'elle est davantage métaphorique et prend pas littéralement tout en compte comme étant littéral. Le jeu entier est la représentation de l'esprit meurtri d'un enfant après un quelconque événement traumatisant et décrirait en fait ses divers états psychologiques. On commence sur une piste banale, à l'exception de ce vide abyssal qui se profile au loin dans lequel on est un jour ou l'autre obligé de plonger pour continuer, littéralement comme si on devait obligatoirement faire face au traumatisme en question. Cette impossibilité de l'éviter et la nécessité de confronter le traumatisme, c'est représenté par le dessin qui montre les heures, les jours, les années qui passent, mais qu'au final, le seul moyen d'avancer, c'est de plonger dans le traumatisme. Le prochain niveau boueux, c'est quand on plonge en surface dans ce traumatisme. On se sent ralenti, on se sent plongé davantage comme si jamais ça n'allait prendre fin. On se noie littéralement dans les pensées traumatiques de l'enfant. Le niveau des pyramides, c'est ce que c'est littéralement. C'est la réalisation qu'il y a un immense problème qui n'attend que d'être déclenché, qui doucement se propage même physiquement, ce qui est représenté par les glitches apparents, mais aussi les dialogues du lapin, qui dit qu'il sent enfin quelque chose, et ce, qu'une fois que les bugs sont apparus. Le niveau test, c'est le bas-fond, les abîmes du traumatisme. Ça y est, on est pleinement dedans. Ces corps qu'on voit agoniser, c'est des reproductions infinies du corps de l'enfant qu'on incarne. Le mot « test » représente le fait qu'on ait essayé d'affronter le traumatisme de l'enfant en plongeant dans ce dernier. Mais là, on plonge davantage. On arrive au niveau des ballons qui semblent joyeux d'apparence. Il y a des messages de félicitations, comme si justement, on a l'impression d'avoir vaincu ce qui nous hantait. Mais le monde est vide. Des ballons contiennent du sang et on réalise que non, notre état psychologique n'est pas guéri. Cette tentative était ratée, d'où les deux derniers niveaux, une autoroute submergée représentant l'état psychologique dans lequel l'enfant est suite à sa tentative de guérison. Et le dernier niveau, c'est un parking vide, avec le mal de l'enfant qui finit littéralement par le tuer. Il n'y a pas de fin heureuse. Les félicitations sont de simples applaudissements cyniques, nous faisant croire que la mort c'était pour cet enfant. La seule issue. Mais qu'en est-il des dessins du mouton omniprésent? Qu'en est-il des autres personnages? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Est-ce qu'ils incarneraient des figures qu'a rencontré l'enfant qui ont simplement ignoré son mal-être et qui ont participé à sa mort? Trop de questions qui ne trouvent pas de réponse. L'idée du purgatoire dans la théologie catholique, c'est la vision d'un espace entre le paradis et l'enfer. Ils sont envoyés toutes les personnes qui sont encore affectées par des péchés non repentis et des personnes qui plus globalement ne sont pas mortes dans un état de grâce, mais qui étaient tout de même considérées comme à même d'aller au paradis. Cette idée, elle provient du fait que dans le paradis, par nécessité de non-contradiction, il n'y a rien d'impur qui puisse y entrer, d'où le purgatoire qui est décrit comme une flamme purificatrice, nettoyant toute personne y étant allée de ses divers péchés. Et donc, Kitty Card 64, ce serait en somme une gigantesque métaphore pour le chemin que réaliserait une personne au purgatoire avant d'arriver à cette fin, où, selon le jeu, quelque chose nous sort du purgatoire, d'où le « félicitations » qui serait un applaudissement divin, signifiant que ça y est, on a atteint le paradis. La structure de Kitty Card 64 est très dantesque, reprenant la comédie divine et la modifiant. Tout comme Dante traverse les 9 niveaux du purgatoire, notre chaton traverse ce purgatoire. Et il en est de même pour tous les personnages que l'on croise qui sont coincés à certains niveaux, selon la gravité de leurs péchés respectifs. Il y a aussi l'idée qu'on puisse plus ou moins déterminer quel personnage a été tué comment, et ainsi quasiment déterminer certaines des raisons de pourquoi les personnages sont où ils sont. Le lapin aurait pu mettre fin à ses jours, soit un péché très grave pour qu'il puisse être placé aussi proche du premier niveau, soit le plus loin du paradis, puisque plus l'on monte dans les niveaux, plus on se rapproche du paradis. Le chat de la faim aurait pu se noyer, d'où tout cet environnement très aquatique, et ce dernier aurait pu être particulièrement soumis à sa gourmandise, d'où le fait qu'il parle de pêcher et qu'il semble passer le plus clair de son temps à pêcher justement pour manger davantage. On pourrait même pousser ça un peu plus loin. Le fait qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'il dit et qu'il faille le décoder, ça pourrait carrément faire référence au fait qu'il parle constamment en ayant la bouche pleine. La souris aurait pu être avortée très tardivement, finissant tout de même par aller au purgatoire, puisque dans la théologie catholique qui diffère par exemple de l'orthodoxie, le bébé hérite tout de même de la culpabilité du péché originel s'il n'est pas baptisé, le forçant à passer par le purgatoire. Le mouton, lui, aurait été tué par ses parents, d'où ce dessin qui semble portrayer une figure d'autorité extrêmement intimidante, possédant le monopole sur les actions du mouton, finissant même éventuellement par le tuer, soit un parent qui tuerait son propre enfant. De plus, ce dessin où on voit le mouton aux côtés de cette figure noirâtre est trouvable au même niveau que celui où on voit le mouton dans l'utérus. Ce que ça pourrait signifier, c'est que la figure noire, c'est l'un des parents du mouton, et qu'au fil du temps, leur relation se serait doucement abîmée, au point d'en arriver un jour au meurtre du mouton. Bon bah, même cette théorie qui honnêtement semble assez convaincante, je trouve, elle est pas satisfaisante et omet pas mal de points. Citons-en quelques-uns. Déjà, encore une fois, elle ignore, je trouve, pas mal des dessins qui sont notables et qui sont
selon moi essentielle. Ensuite, elle met pas assez l'emphase sur le mouton qui clairement parmi tous les personnages du jeu sort du lot, encore plus que le chaton qu'on joue. Littéralement, toute l'histoire semble tourner autour de lui. Ensuite, les couleurs extrêmement récurrentes sont pas citées. Il y a aussi un gros problème d'ordre dans la semblante gravité de certains péchés. En gros, c'est pas normal que la souris, si c'était un bébé qui a été avorté extrêmement tardivement, soit aussi bas dans les niveaux du purgatoire. Pareil pour le lapin qui a mis fin à ses jours, il aurait dû être plus haut. Il est encore une fois de même pour le chat qui, selon cette théorie, aurait pas dû être au sommet, mais quasiment tout en bas. L'autre gros problème selon moi, c'est la fin. Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi est-ce que cette créature nous tue et nous brutalise de la sorte? Clairement, si on approchait le paradis, que l'on touchait quasiment du bout des doigts ce dernier, c'est pas comme ça qu'on sortirait du purgatoire. Bon, on arrive sur la dernière théorie de cette vidéo avant de passer à un sujet qui me tient énormément à cœur, la théorie concernant la transsexualité. Déjà, je pense que c'est assez clair, mais l'essentiel de l'histoire du jeu, elle tourne autour du mouton. On suit son histoire, le chaton qu'on incarne, c'est un spectateur indirect aux péripéties qu'a vécu ce dernier. Et justement, je pense que tout ce que les dessins ils indiquent, c'est ce que le mouton a vécu en découvrant et en partageant sa volonté de changer de sexe. Je m'explique parce que c'est pas évident ce que je dis là. Déjà, il y a une omniprésence de rose et de bleu. Ça représente tout bonnement les deux sexes existants, masculin et féminin. Bleu pour le masculin, rose pour le féminin. Là où la théorie elle se construit, c'est clairement grâce à certains dessins. Et ça commence au niveau des ballons, puisque c'est là qu'on a toutes les références à l'avortement. Et vous allez piger en quoi c'est lié. Donc le mouton serait né fille, comme on peut le voir grâce à ce dessin qui le montre dans un utérus qui est rose, représentant ainsi la féminité. Le cordon ombilical, lui de couleur rouge, fait référence à la biologie, sauf que le mouton est né biologiquement comme étant une fille. Ensuite, ce dessin avec la figure noirâtre, trouvable dans le même niveau, c'est une référence aux parents du mouton. À sa naissance, tout va bien puisqu'il ne se questionne ni sur son sexe, ni sur sa sexualité. Mais l'apparence terne de la figure préface déjà ce qu'est véritablement cette figure parentale, ou du moins ce qu'elle sera face à la révélation de sa fille. Le dessin qui confirme la théorie, pour moi, c'est celui qui est trouvable sur l'autoroute. On y voit le mouton pleurant, avec un côté qui est rouge, symbolisant sa biologie, et l'autre qui est bleu, symbolisant sa volonté d'être un garçon. D'où le fait que le mouton pleure. Et ce dernier dessin, qui conclut la théorie, c'est celui d'un parent qui réalise ce qui se trame dans le cœur de sa fille, qui ne veut non plus être une fille du coup, mais un garçon. Et ce parent en question finit éventuellement par tuer son enfant face à la réalisation que rien ne changera ce qu'il ressent. Tout le fait que sur ce dessin, le mouton semble apaisé. Il a dit ce qui lui pesait sur la conscience, il ne peut rien faire de plus et est prêt à partir. Les dents qu'on trouve dans le parking, c'est les siennes. Le mouton a été tué. Mais les personnages alors, ils servent à quoi? Les niveaux, pourquoi ils sont structurés de la sorte? Pourquoi est-ce que cette séquence sur la transsexualité apparaît aussi tardivement dans le jeu? Pourquoi est-ce que nous, on se fait tuer? Qu'est-ce qu'on a à voir avec le mouton? Bon, parlons enfin d'un truc essentiel qui m'est venu en tête pendant la réalisation de cette vidéo et que j'ai remarqué que très tardivement. La masse est une matrice où le comportement habituel vis-à-vis des œuvres d'art connaît aujourd'hui une seconde naissance. La quantité se renverse en qualité. Les masses considérablement accrues des participants ont produit une nouvelle forme de participation. Distraction et recueillement forment une antithèse que l'on peut formuler ainsi. Qui est recueilli devant une œuvre d'art s'absorbe en elle. Il entre dans l'œuvre. Comme le rapporte le conte d'un peintre chinois regardant son tableau achevé. À l'opposé, les masses qui se distraient absorbe l'œuvre d'art. Bon, vous l'avez peut-être compris, mais je vais un peu me plaindre. En faisant mes recherches pour Kitty Card 64, j'ai balayé internet à la recherche de quelques théories que ce soit. J'ai regardé des vidéos qui montrent tous les secrets du jeu, juste pour être sûr de pas avoir loupé un élément clé. Et devinez quoi? J'ai quasiment rien loupé en vrai. Et même en trouvant les quelques trucs que j'ai ratés, rien n'a changé. Le jeu n'a fait que de devenir plus compliqué à comprendre. Je me suis du coup penché sur les commentaires parce que je trouvais pas d'aide sur des forums, ni sur des vidéos. Et aucun commentaire que j'ai lu n'était convaincant. Dites-vous que j'ai dû moi-même, comme je l'avais dit, ajouter genre 90% des éléments qui ont solidifié toutes les théories que j'ai énoncées. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais pour appuyer qu'en fait, ce jeu n'a jusqu'ici du moins aucun sens, ou alors c'est pas bien retranscrit. Ce qui m'a fait réaliser ça, c'est un commentaire parce que moi je suis vachement naïf et je me suis dit qu'il y a sûrement un sens. S'il n'y a pas assez de théories et d'informations en ligne, c'est juste qu'on n'a pas assez pris le temps d'investiguer le jeu ou qu'on a loupé des connexions. En tout cas, le commentaire disait un truc du style: ah, encore un jeu qui met des éléments flippants, incohérents pour que toi-même tu formes l'histoire.
Et là j'ai compris, je suis sorti de mon esprit de gosse archi naïf, et ouais en fait, ce jeu c'est une accumulation d'éléments et d'événements qui te donnent un sentiment de pouvoir en faire sens, mais qui véritablement, du moins d'apparence assez flagrante, n'en ont aucun. Cette citation que j'ai lue au début, c'est ce que j'essaie d'exprimer là. Et pour moi, Kitty Card 64, c'est l'un de ces nombreux exemples qui encapsulent l'idée qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'œuvres qui nous mettent pas en tant que spectateurs, mais en tant que regardeurs. La distinction, elle se fait tout comme la citation de Walter Benjamin. Le spectateur, il est absorbé par l'œuvre. C'est elle qui lui communique quelque chose et qui dépose un morceau de son âme, qui dépose du sens dans le spectateur. L'œuvre, dans ce cas, elle a un message. Il peut être compliqué à comprendre, ça change rien au fait qu'elle en est un, qu'elle a une âme, une identité à part, en somme que l'œuvre en question a objectivement un sens, et c'est tout ce qui la rend belle. Mais quand on est un regardeur, c'est l'œuvre qui s'absorbe dans notre regard, on peut du coup en faire ce qu'on veut, lui donner le sens qu'on veut, on peut la retourner dans tous les sens, et en vrai, une œuvre qu'on peut manipuler de la sorte, comment on pourrait dire que c'est une œuvre complète ou une œuvre belle? Je dis pas qu'elle peut pas être bonne, attention, je dis juste que c'est pas la même chose, c'est pas la même grandeur qu'une œuvre qui nous absorbe. Et Kitty Card 64, malheureusement, comme beaucoup d'autres ARG, comme beaucoup d'autres séries d'analogue horror, comme beaucoup d'autres livres, films, tombe dans, je trouve, un véritable piège, celui de l'interprétation constante et du manque d'âme. Pour autant, je trouve qu'esthétiquement le jeu est très bien fait et qu'en vrai il est très cool, c'est pour ça que je vous le présente, mais qu'en fait il est terni par tout ce que je viens d'expliquer. J'espère que vous avez compris ma critique et celle de Walter Benjamin, surtout parce que je la trouve vraiment d'actualité au vu de la quantité de nouvelles créations artistiques qui sortent chaque jour et qui souffrent de ce même problème. J'apprécierais du coup beaucoup d'avoir votre avis sur la question, même si c'est pas vraiment une question, donc n'hésitez pas à le partager. Comme je m'efforce de le dire, c'est un truc vachement récurrent, à tel point que je trouve que l'analogue horror, en vrai j'ai beau adorer ça, c'est devenu quasiment un mème, et à juste titre. Ces quantités industrielles de nouvelles œuvres, c'est un peu selon moi en train d'abîmer le paysage de la création d'œuvres artistiques sur internet, mais pas que, comme je l'ai dit. Il y a des trucs incroyables qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé et j'en reparle tout le temps parce que j'ai trop hâte. Cette vidéo, elle signe un peu la reprise de vidéos plus longues, plus recherchées et travaillées, parce que c'est vraiment ce qui, moi, me plaît le plus. J'adore disséquer un sujet dans tous les sens, et ça a été un super exercice pour moi de parler de Kitty Card 64 au vu du nombre incroyablement restreint d'informations qu'il y a sur internet au sujet du jeu. Et je comprends parfaitement aussi que le jeu est pas révolutionnaire et qu'il a pu ne pas plaire. On connaît déjà la recette du jeu innocent qui s'avère être maléfique et tout le tralala. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo traitera d'un iceberg absolument passionnant et tout aussi intéressant que perturbant. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée.